Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'Appel de la forêt de Jack London. C'est le premier épisode qu'on effectue sur ce roman, c'est donc une nouvelle lecture. Je ne sais pas combien de chapitres on va lire ce soir, on verra un petit peu. Vous savez que souvent, lors du premier live, c'est un petit peu du pif, je jauge un petit peu sur le moment. Si vous nous regardez d'ailleurs en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la description de la vidéo des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses, et du coup d'aller de chapitre en chapitre comme bon vous semble. Ça peut aussi vous servir de marque-page par exemple. Et pour l'heure, nous allons procéder à une petite intro de 10-15 minutes. Je vais essayer de ne pas faire trop long ce soir parce que je ne sais pas justement si le live de ce soir va avoir beaucoup de lecture ou non. Ça sera vraiment dépendant pour le coup. Jack London, enfin l'œuvre de ce soir globalement, c'est quelque chose que je ne connais pas beaucoup, voire presque pas du tout. C'est-à-dire que jusqu'à présent, alors on commence à avoir fait beaucoup de lectures, jusqu'à présent, les cas de figure qui se sont présentés, c'était des œuvres que j'avais déjà lues et que je relisais avec vous, ou des œuvres dont j'avais au moins entendu beaucoup parler, où j'avais peut-être une idée vague de ce que ça pouvait être par rapport à la culture populaire, etc. Et du coup que je découvrais avec vous. Là, je pense que c'est assez rare pour le souligner. C'est une totale découverte puisque il me semble que c'est arrivé quand il me semble que c'est arrivé par des suggestions de vous, chers viewers. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire des suggestions parce que vous voyez, les œuvres et vos suggestions, et ben, je les prends en compte. Donc vraiment n'hésitez pas. Et je crois que Jack London, c'est une suggestion qu'on m'a fait plusieurs fois. Je dirais bien 2 ou 3 personnes différentes m'en ont parlé. Ce soir, ça sera donc L'Appel de la forêt. Pareil, roman inconnu au bataillon pour ma part. Je sais que Jack London a écrit également un roman qui s'appelle Cro-Blanc. Pour le coup, Cro-Blanc, ça me parle et je vois à peu près ce que c'est. Je pense que dans la culture populaire française, Cro-Blanc, ça parle un petit peu. Même si, de ce que j'ai recherché sur internet, apparemment, L'Appel de la forêt, c'est l'œuvre la plus connue a priori de Jack London, en tout cas en Amérique, puisque Jack London est américain si je ne m'abuse, et donc c'était un auteur du fin 19e siècle, début 20e siècle. Si je dis pas de conneries, L'Appel de la forêt, ça a été publié en 1903, quelque chose comme ça. Donc voilà, à part ces quelques infos que je viens de vous donner, que j'ai été pêché tout à l'heure sur internet, je ne connais rien de cet auteur, rien de son style, rien de ses romans. Donc j'attends et bah, j'ai la curiosité et la grande hâte de découvrir ça avec vous, en espérant ne pas être déçu. Franchement, pour le moment, ça fait combien de temps? J'ai dit 4 ans, je crois, que je fais des lives de lecture, un truc comme ça défile. Je pense sur 4 ans de lecture, s'il y a une ou deux œuvres qui m'ont un petit peu déçu, c'est déjà énorme. Et encore, bien souvent, les œuvres qui me viennent en tête qui m'ont déçu, elles m'ont pas démoli, elles m'ont pas désespéré, et je me suis pas dit, oh putain, mais qu'est-ce que je fais à lire ça en live. Donc, bon, a priori, je suis suffisamment ouvert d'esprit pour m'essayer à tout type d'expérience, donc logiquement, ça devrait bien se passer. Je pense qu'on va se faire une belle surprise, je l'espère du moins. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là dès le début du live, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Jumpy, merci l'écoute aux portes, merci Mika Clark ou Missa Clark, je sais pas comment je dois le dire. Je crois que c'est Nanu Manga si je ne m'abuse qui a rename, mais n'hésite pas à me dire du coup si c'est Mika ou Missa. J'aurais dit Mika Clark. Je sais pas trop, je sais pas à quoi ça fait référence. Et du coup, j'espère que vous allez bien, merci de nous rejoindre. Et oui, Mika Clark, en effet, au tout début des lives, alors vous ne le voyez pas sur YouTube, mais en fait, avant les lives que vous voyez, enfin, avant les rediffusions que vous voyez sur YouTube, lorsque je suis en live, il y a 5-6 minutes de musique avec une image fixe qui dit je viens vous raconter des histoires dans quelques instants ou un truc comme ça. J'arrive vous conter des histoires, voilà, c'est ça qui est écrit exactement. Donc voilà, c'est pour ça que Mika Clark, tu n'as pas entendu de musique, puisque en général, quand j'arrive à la fin de la playlist et donc que vous n'entendez plus de musique sur le live,
vous pouvez vous dire que dans les 30 secondes, le live démarrera officiellement, entre guillemets. En tout cas, ça me fait plaisir de vous accueillir. Je vous invite à vous installer bien agréablement dans vos fauteuils, dans vos canapés, dans vos lits. De toute manière, vous devriez être, pour la plupart d'entre vous, confinés chez vous, malheureusement. Mais bon, c'est bien de le faire et il faut le faire. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, en train de traverser, parce que c'est pas forcément des moments très marrants pour tout le monde, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite surtout la bonne santé à tous, chers amis. Et du coup, d'accord, Mika Clark, pas de soucis du coup, ok. Un personnage d'Arthur Conan Doyle, je savais pas du tout. Ok, ok. Et du coup, une référence littéraire, c'est bien. C'est bien, Mika Clark. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai pas forcément grand chose à dire dans cette introduction, c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de la faire trop longue. Et comme je le disais, j'ai envie de découvrir l'œuvre, puisque bah voilà, c'est un total inconnu pour moi. J'ai envie de voir aussi combien de pages on va lire, puisque je sais pas si je vais faire 3 lives relativement courts, 2 lives relativement longs. Je ne sais pas non plus si je vais faire... comment? Je trouve plus le terme que j'avais en tête. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. En tout cas, voilà, je sais pas comment je vais faire la découpe de cette œuvre. Et je sais pas si ça va nous faire 2 ou 3 épisodes, parce que je ne pense pas que ça prendra bien plus que ça. Je crois qu'il y a 130 pages, un truc comme ça. Donc si on lit 30-40 pages la soirée, ça passera très vite. Malheureusement, j'ai peur de faire des lives un petit peu inégaux de l'épisode 1 à 2, voire 3, puisque j'ai l'impression que la découpe des chapitres n'est pas très équitable, que des fois il y a des chapitres de 30 pages et des fois de 10 pages. J'exagère peut-être, c'est peut-être genre, ouais, on va dire ça se balade entre 15 et 30 pages, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est pas suffisamment régulier pour que je puisse découper mes lives comme je le fais d'habitude. Mais bon, ce n'est que du détail. Si on se retrouve avec un live de 1h, 1h10, tant pis. Si je vois que ça découpe plutôt pas mal et qu'on peut s'en sortir avec un autre live d'1h10 la fois d'après, je ferai pour que ça soit à peu près dans cet ordre d'idée. Sachant que, bien sûr, vous le savez, à part cas extrêmement rares, et je pense même pas que ça soit déjà arrivé, je ne ferai pas de découpe en plein milieu d'un chapitre parce que c'est con, mais c'est comme dans une phrase. C'est comme dans une phrase, je vais pas m'arrêter avant un point, je vais pas arrêter après un mot et laisser des mots derrière. Enfin, je veux dire, le chapitre, normalement, quand l'œuvre est bien faite, a du sens. Ça peut terminer sur un cliffhanger qui donne envie de savoir la suite. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui considèrent que le chapitre, c'est limite une nouvelle. C'est-à-dire que pour beaucoup d'auteurs, un roman, c'est une sorte d'enfilade de tonnes de nouvelles, et chaque chapitre doit s'organiser comme une nouvelle à part entière, avec à chaque fois une nouvelle situation initiale, une nouvelle problématique, de nouvelles péripéties et une nouvelle résolution du problème. Donc voilà, normalement, ça a un sens propre, si je puis dire. Ça a un sens plus que propre, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais qui lui est propre, c'est-à-dire ça a un sens en soi. Voilà, je veux dire, le chapitre normalement c'est pas fait à l'arrache, normalement. Donc on va essayer de un maximum respecter ces découpes faites lors de l'écriture du texte. Ah ouais, je connais ça aussi, Nanu Manga. J'ai plus de facilité à dire Nanu parce que j'ai l'habitude, mais est-ce que tu préfères Mika Clark? Est-ce que tu préfères Nanu? Dis-moi. Mais du coup, oui, je connais pas mal ça aussi. Je dois avouer que bah voilà, les temps actuels, même si on est entre guillemets confiné et loin de tout danger avec des gros guillemets, eh bien, je sais pas, c'est assez pesant parce que ouais, il y a une espèce d'atmosphère, une espèce d'ambiance un peu lourde comme ça, où on entend parler de ça constamment, où bah l'air de rien, ça peut faire pas mal flipper. Donc, euh, donc je comprends. Et puis oui, il y a des gens aussi qui ont du mal avec le confinement, qui n'ont pas l'habitude d'être seuls avec eux-mêmes. Donc voilà, ça peut aussi apporter ce genre de questionnement en effet. Mais bon,
peu importe votre situation actuelle, on se soutient tous. Yeah. Et je vous souhaite que tout se passe bien pour vous. Sur ce, je crois qu'en fait on va se lancer parce que j'ai pas forcément grand chose à dire franchement ce soir de plus. Limite j'aurais pas mal de choses à dire par rapport au futur des lives parce qu'en ce moment justement j'y réfléchis beaucoup. Et je vois à peu près où j'ai envie d'aller. Faut juste le temps que ça se mette en place, que ça s'organise, etc. Mais je pense que je vous en parlerai peut-être plus tard parce que, étant le premier live sur l'appel de la forêt, j'ai pas envie de surcharger l'introduction, j'ai envie de me lancer rapidement. Donc voilà, juste pour vous spécifier que du coup oui, on a terminé la lecture des Fables de La Fontaine, comme vous le devinez. Et a priori, à partir de la semaine prochaine, là je m'étais pris une petite pause en début de semaine, et à partir de la semaine prochaine, normalement, la programmation habituelle des lives devrait reprendre. Donc voilà, et pour cette semaine, a priori, pour cette fin de semaine, tout devrait être normal, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un live dimanche à 15h de découverte de l'univers de League of Legends, pardon. Sachant que, il y a le mode Clash qui a été mis en ligne pour ce week-end et que je risque d'y participer. Le mode Clash, c'est un mode de tournoi sur le jeu League of Legends. Donc, et apparemment on peut jouer l'après-midi, alors qu'avant c'était plutôt le soir. Donc, il y a des chances que peut-être éventuellement le live de découverte de dimanche soit un petit peu en retard ou décalé au soir, etc. Puisque, voilà, je risque d'être en tournoi selon qu'on performe ou pas. De toute manière, je vous tiens au courant, comme d'habitude, sur Twitter, Discord et Facebook. Au minimum 1 heure avant, vous aurez l'info. Et oui, d'ailleurs, ça me permet d'embrayer sur un petit problème que je rencontre en ce moment. J'en ai parlé lors du dernier live sur Sea of Thieves. Gros problème que je rencontre en ce moment, c'est que la chaleur revient petit à petit, et on est pourtant très loin d'être en été, mais je me tape déjà des 30 degrés chez moi parce que la chaleur chez moi est, comment dire, est boostée à son paroxysme, ce qui fait que ça devient très compliqué, et alors déjà moi j'ai chaud mais ça passe encore, mais mon PC je vois qu'il a des bonnes grosses misères. Après ça dépend forcément de ce que je suis en train de faire aussi, mais je vois notamment que lorsque je fais des lives sur Sea of Thieves, mon PC a pas mal de ralentissements, ce qui fait que je me dis, si c'est déjà comme ça maintenant, qu'est-ce que ça va être en été? Et ce qui fait du coup que je me questionne, est-ce qu'il faut que je bouleverse un petit peu mon programme de live? Et est-ce que peut-être je ne devrais plus faire de live en journée, ou du moins plus de live de gaming au moins? Donc voilà, je suis un petit peu mitigé sur tout ça, je sais pas trop ce qu'on va faire, on verra bien. On verra bien, je vous tiendrai au courant encore une fois de toute manière, vous le savez. Sur ce, du coup, ok. Alors, je vais pas forcément lire tout ton message. Alors. Ok. Et du coup, ouais, bah ouais, moi aussi j'ai ce genre de problème. En fait, le problème là en ce moment, c'est que, comment vous expliquer ça? Chez moi, c'est ultra mal isolé, si vous voulez. Ce qui fait que quand il fait chaud, il fait très chaud. Quand il fait froid, il fait très froid. Ce qui fait que là, en ce moment, j'ai un différentiel de 15 degrés entre la nuit et la journée. Genre, le jour, j'arrive à 30 degrés, j'étouffe de chaud, je sue, c'est terrible. Et le matin, quand je me réveille, on est passé à genre 15 degrés, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment un différentiel de 15. Ce qui fait que, bon, c'est un petit peu dur à vivre pour moi aussi, je dois avouer. Mais bref, on essaie de faire comme on peut. Sur ce, j'ai beaucoup parlé, beaucoup plus que je n'aurais espéré. Vous savez que c'est ma spécialité hein, de tergiverser. C'est terrible. On va se lancer cette fois-ci dans la lecture. Je pense qu'on va lire au moins 2 chapitres ce soir, si ce n'est 3, si ce n'est 4, je sais pas trop encore. On avisera. En tout cas, chapitre 1 et 2, c'est quasi sûr. Encore une fois, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. On va découvrir ça tous ensemble. Je sais pas, j'ai une petite appréhension, mais pas une appréhension en mode oula, j'ai peur.
mais en mode putain, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va me décevoir? Enfin oui, je sais pas, j'ai une petite excitation de la découverte là. On va se lancer, on verra bien, les mots de l'auteur parleront mieux que les miens, et donc j'entame le chapitre 1, je vous reviens pour une petite pause d'ici quelques minutes, je pense 20-30 minutes. Pendant la lecture, bien entendu, je ne m'interromps pas pour que ce soit un maximum fluide et agréable à vos oreilles. Et après la pause, on enchaînera chapitre 2, puis soit l'outro, soit une nouvelle pause, chapitre 3, bref, vous connaissez la chanson. A tout à l'heure, bonne écoute à tous, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute Mika, bonne écoute Jumpy, et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause. L'appel de la forêt de Jack London. Chapitre 1. Retour au primitif. D'anciens désirs nomades s'élancent, tirent sur les chaînes de la coutume. Sorti de son hivernale dormance, l'instinct sauvage se rallume. Buck ne lisait pas les journaux. Sinon il aurait su qu'il y avait de l'orage dans l'air, pour lui-même comme pour tous les chiens aux muscles puissants et aux longs poils bien chauds qui habitaient le long de la côte, de Puget Sound à San Diego. Parce que les hommes, tâtonnant dans les ténèbres de l'Arctique, avaient découvert un métal jaune et que des lignes maritimes et des compagnies de fret transformaient cette découverte en ruée. Ils se précipitaient par milliers vers le Grand Nord. Ils avaient besoin de chiens à la puissante musculature pour endurer la besogne et à l'épaisse fourrure pour se garder du froid. Buck habitait une grande demeure au creux d'une vallée baignée de soleil, la vallée de Santa Clara. La maison du juge Miller, comme on l'appelait. Elle se dressait à l'écart de la route, à demi dissimulée parmi les arbres, à travers lesquels on pouvait apercevoir la grande et fraîche véranda qui courait sur ses 4 façades. Des allées de gravier y conduisaient en serpentant sur de grandes pelouses à l'abri des branches entrelacées de hauts peupliers. Derrière la maison, tout était encore plus spacieux que devant. Vastes écuries, où péroraient une douzaine de palefreniers et de valets, quartiers des domestiques aux murs couverts de vignes vierges, kyrielles de serres bien ordonnées, tonnelles où s'accrochait la vigne, verts pâturages, vergers et framboiseraies. Là se trouvait la station de pompage pour le puits artésien et la grande citerne en ciment où les fils du juge Miller venaient piquer une tête chaque matin et se rafraîchir les après-midi de grande chaleur. Et sur cet imposant domaine régnait Buck. C'est ici qu'il était né, et ici qu'il avait vécu les 4 ans de son existence. Certes, il y avait aussi d'autres chiens. Impossible autrement, tant la propriété était vaste, mais ces chiens-là ne comptaient pas. Ils allaient et venaient, résidaient dans les chenilles surpeuplées, ou bien menaient une vie obscure dans les recoins de la maison, comme Toots, le carlin japonais, ou Isabelle, chien nu du Mexique, une étrange créature qui mettait rarement le nez dehors et n'arpentait jamais le domaine. Tout différents étaient les fox terriers, une vingtaine au moins, qui jappaient de terribles menaces à l'adresse de Toots et d'Isabelle, pendant que ceux-ci les observaient derrière la fenêtre, protégés par une troupe de femmes de chambre armées de balais et de serpillères. Buck n'était ni un chien d'intérieur ni un habitant du chenil. Tout le royaume lui appartenait. Il plongeait dans la citerne où accompagnaient les fils du juge à la chasse. Il escortait Molly et Alice, les filles du juge, dans leurs longues promenades matinales ou vespérales. Les soirs d'hiver, il se couchait aux pieds du juge devant le feu ronflant dans la bibliothèque. Il transportait les petits-fils du juge sur son dos, ou les faisait rouler dans l'herbe, et surveillait leurs moindres pas lorsqu'ils s'aventuraient jusqu'à la fontaine dans la cour des écuries, et plus loin encore, là où s'étendaient les enclos et poussaient les framboises. Parmi les fox terriers, il déambulait, impérieux, et méprisait Toots autant qu'Isabelle, car il était le roi, régnant sur toutes les créatures qui rampaient, marchaient et volaient à la propriété du juge Miller, y compris les humains. Son père s'appelait Elmo, énorme Saint-Bernard jadis compagnon inséparable du juge, et Buck promettait de suivre sa voie. Il n'était pas aussi imposant, il ne pesait que 140 livres, car sa mère, Shep, était un collet. Malgré cela, 140 livres, auxquels s'ajoutait la dignité que confèrent une belle vie et un respect universel, lui donnaient une allure de souverain. Durant les 4 années suivant son enfance, il avait mené la vie d'un aristocrate repu. Il n'était pas peu fier de sa personne et même quelque peu égoïste, comme le deviennent parfois les hobereaux à force de s'isoler sur leur terre.
Mais il avait évité le pire, en ne devenant pas un vulgaire chien d'intérieur trop choyé. La chasse et les plaisirs du grand air l'avaient empêché d'engraisser, endurcissant ses muscles. Et pour lui, comme pour les races qui ne dédaignent pas un petit plongeon dans un courant froid, l'amour de l'eau avait servi de fortifiant et l'avait maintenu en pleine forme. Or donc, voilà quelle sorte de chien était Buck, à l'automne de 1897, lorsque la découverte du Klondike se mit à attirer des hommes du monde entier dans le grand nord glacé. Mais Buck ne lisait pas les journaux, et ne savait pas que Manuel, l'un des aides jardiniers, n'était pas une bonne fréquentation. Manuel avait un grand défaut. Il vouait une passion à la loterie chinoise. Et puis, lorsqu'il pariait, il avait une grande faiblesse. Il ne jurait que par les martingales. Et cette fois, c'est là son funeste sort, car monter une martingale exige d'avoir de l'argent, là même où les gages d'un aide jardinier ont déjà bien du mal à subvenir aux besoins d'une femme et d'une progéniture nombreuse. Le soir où Manuel commit sa mémorable trahison, le juge Miller assistait à une réunion de l'association des producteurs de raisins secs, tandis que ses fils étaient occupés à écrire le règlement d'un club d'athlétisme. Nul ne les vit partir, Buck et lui, et traverser le verger pour aller faire ce que le chien croyait être une simple promenade. Et à l'exception d'un homme qui se trouvait là tout seul, nul ne les vit arriver à ce petit arrêt facultatif sur la ligne de chemin de fer, répondant au nom de College Park. L'homme en question parla avec Manuel, et les pièces de monnaie tintèrent en changeant de main. « Tu pourrais emballer la marchandise avant de livrer, » protesta l'inconnu. Alors Manuel passa une solide corde 2 fois autour du cou de Buck sous son collier. « Tu tires dessus en tournant, et ça l'étrangle au maximum, » dit Manuel, et l'inconnu grommela en guise d'approbation. Buck avait accepté la corde dignement, sans broncher. Certes, c'était une façon d'agir inhabituelle, mais il avait appris à se fier aux hommes qu'il connaissait, et à leur faire crédit d'une sagesse qui dépassait la sienne. Quand l'extrémité de la corde fut mise entre les mains de l'inconnu, il poussa un grognement menaçant. Il s'était contenté de signaler son déplaisir, croyant dans son orgueil qu'un signal valait un ordre. À sa grande surprise, la corde se resserra autour de son cou, lui coupant brutalement le souffle. Soudain saisi de colère, il bondit sur l'homme, qui le cueillit en plein vol, l'attrapa par la gorge et, d'un habile mouvement tournant, le fit retomber sur le dos. Alors la corde l'étrangla cruellement, tandis que Buck se débattait furieusement, la langue pendante, son grand poitrail ahannant en vain. Jamais de toute sa vie, on ne l'avait traité de façon si odieuse, et jamais de toute sa vie, il n'avait éprouvé une telle rage. Mais ses forces l'abandonnèrent, son regard se voila, et il était à demi-mort lorsque les 2 hommes firent signe au train de s'arrêter et le jetèrent dans le fourgon à bagages. Quand Buck revint à lui, il prit vaguement conscience que sa langue le faisait souffrir, et qu'il tressautait à bord d'un moyen de transport. L'appel rauque d'un sifflet de locomotive signalant un passage à niveau lui apprit où il se trouvait. Il n'avait que trop souvent accompagné le juge Miller pour ne pas connaître la sensation de voyager en train. Il ouvrit les yeux, et en eux s'alluma la colère déchaînée d'un roi pris en otage. L'homme voulut lui saisir la gorge, mais Buck fut trop rapide pour lui. Ses mâchoires se refermèrent sur la main et ne la lâchèrent pas prise avant que l'étranglement ne lui fit de nouveau perdre connaissance. « Ouais, là des crises d'épilepsie !» dit l'homme en dissimulant sa main mutilée au regard du préposé au pagage, attiré là par les bruits d'une bagarre. « Je l'emmène à Frisco, hors du patron. Il y a un as là-bas qui soigne les cabots. Il pense qu'il peut le guérir. » Évoquant ce voyage de nuit, l'homme plaida sa cause avec la plus belle éloquence, dans une petite cahute à l'arrière d'un bar, sur le front de mer de San Francisco. « Tout ce qu'on me paye, c'est 50 billets, » se plaignait-il. « Je jure que je le referai pas, même pour 1000 billets payés cash. » Il avait la main enveloppée dans un mouchoir trempé de sang, et la jambe de son pantalon était déchirée du genou à la cheville. « Et l'autre gogo, il en a tiré combien ?» lui demanda le tenancier. « 100 billets. Pas moyen de négocier un sou de moins, alors fais-moi une fleur. »« Ça fait 150, calcula le tenancier, et il les vaut bien. Ou moi, je suis qu'un jobard. » Le ravisseur dénoua le bandage sanguinolent et examina sa main lacérée. « Si j'attrape pas la rage, moi... »« C'est que t'es né pour finir au bout d'une corde, » fit le tenancier dans un éclat de rire. « Tiens, file-moi un coup de main avant de plier bagages. » Étourdi, une douleur insupportable lui brûlant la gorge et la langue, à demi-mort à force d'être étranglé, Buck tenta d'affronter ses bourreaux.
Mais il fut plaqué au sol, et étouffé encore, et encore, jusqu'à ce qu'ils réussissent à faire sauter son lourd collier métallique à coups de lime. Puis ils dénouèrent la corde et le jetèrent dans une caisse transformée en cage. Il resta là, étendu tout le reste de cette nuit accablante, à nourrir son courroux et son orgueil blessé. Il ne comprenait rien à tout cela. Que lui voulaient-ils, ces hommes étranges? Pourquoi le gardaient-ils prisonnier dans cette étroite caisse? Il n'en savait rien, mais se sentait oppressé par le vague sentiment d'une catastrophe imminente. À plusieurs reprises durant la nuit, il se redressa brusquement quand la porte de la cahute s'ouvrait en grinçant, croyant voir paraître le juge, ou au moins les garçons. À chaque fois, c'était la trône du tenancier qui venait le lorgner à la pauvre lueur d'une chandelle. Et à chaque fois, le jappement joyeux qui frémissait dans la gorge de Buck se muait en un grognement féroce. L'homme finit pourtant par le laisser tranquille, et au matin, 4 individus entrèrent pour emporter la caisse. Encore des bourreaux, décida Buck, car ils avaient l'air mauvais, tout dépenaillés et hirsutes. Alors, il fulmina rageusement derrière les barreaux. Ils se contentèrent de rire et l'excitèrent de la pointe de leur bâton, qu'il s'empressa d'attaquer à grands coups de dents avant de comprendre que ses ennemis ne cherchaient que cela. Là-dessus, il se recoucha de mauvaise grâce et les laissa transférer la caisse dans un wagon. Alors commença pour lui et pour la cage où il était enfermé un interminable passage de main en main. Les employés de la compagnie des postes le prirent en charge. Il fut transbordé dans un autre wagon, puis un chariot à bagages l'emporta avec tout un assortiment de colis et de paquets à bord d'un ferry à vapeur. On le débarqua pour l'entreposer dans une grande gare, et il fut enfin chargé dans un wagon de courrier express. 2 jours et 2 nuits durant, le wagon fut ballotté à l'arrière de locomotives hurlantes. 2 jours et 2 nuits durant, Buck ne but ni ne mangea. Dans sa colère, il avait accueilli les premières avances des postiers avec force grognement, et ils avaient riposté en l'aiguillonnant. Lorsqu'il se jetait contre les barreaux, tremblant et écumant, ils se moquaient de lui, et ricanaient. Il grondait et aboyait comme de détestables cabots, il miaulait, agitait les bras et croassait. Tout cela était complètement ridicule. Buck le savait. C'était d'autant plus un affront à sa dignité, et sa rage ne faisait que croître. La faim ne l'importunait pas trop, mais la soif le faisait souffrir atrocement et attisait son courroux jusqu'à la fébrilité. Car, comme il était d'une nature excitable et sensible à l'extrême, les mauvais traitements lui avaient donné la fièvre, alimentée par l'inflammation de sa gorge desséchée et de sa langue enflée. Il était content d'une seule chose, la corde ne lui en serrait plus le cou. Elle leur avait donné un avantage tout à fait injuste, mais maintenant qu'il en était débarrassé, ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. Jamais plus il ne lui passerait une corde autour du cou. Sa résolution était inébranlable. 2 jours durant, il ne but ni ne mangea, et au cours de cette période, il accumula des réserves de colère qui présageaient le pire pour le premier qui aurait maille à partir avec lui. Les yeux injectés de sang, il se métamorphosa en un démon ivre de rage. Il était si changé que le juge lui-même ne l'aurait pas reconnu, et les postiers poussèrent un soupir de soulagement lorsqu'ils le débarquèrent à Seattle. 4 individus transportèrent la caisse avec 1000 précautions jusque dans une petite arrière-cour ceinte de hautes murailles. Un homme trapu, vêtu d'un chandail rouge, qui bâillait amplement au col, fit son apparition, et signa le registre pour la livraison. C'était cet homme le nouveau bourreau, devina Buck, et il se précipita furieusement contre les barreaux de la cage. L'homme eut un sourire sinistre, et produisit une petite hache et un gourdin. « Vous allez pas le laisser sortir maintenant ?» demanda le livreur. « Bien sûr que si » répliqua l'homme en enfonçant la lame de la hache sous le couvercle de la caisse pour faire levier. Aussitôt, les 4 hommes qui avaient acheminé le colis s'éparpillèrent, et, perchés bien en sécurité au sommet du mur, s'apprêtèrent à regarder le spectacle. Buck se rua en avant pour enfoncer ses crocs dans le bois qui volait en éclats, luttant de tout son corps. Là où la hache frappait la paroi, il se précipitait et grondait en montrant les crocs, aussi furieusement impatient de sortir que l'homme au chandail rouge affichait sa calme détermination à le libérer. « À nous deux, sale démon aux yeux rouges !» dit-il, lorsqu'il eut ouvert un passage suffisamment large pour le corps de Buck. Et il lâcha sa hache en même temps qu'il fit passer le gourdin dans sa main droite. Et ce fut un vrai démon aux yeux rouges qui se ramassa sur lui-même pour bondir, le poil hérissé, la bave aux lèvres, un éclair fou dans ses yeux injectés de sang. Il lança ses 140 livres de rage droit sur l'homme, survolté par la colère qu'il retenait depuis 2 jours et 2 nuits.
Juste au moment où ses mâchoires allaient se refermer sur l'homme, il reçut un coup qui l'arrêta en plein vol, et ses crocs mordirent le vide dans un claquement déchirant. Il tourbillonna sur lui-même et retomba, son dos et son flanc venant heurter le sol. Jamais de sa vie il n'avait reçu un coup de gourdin, et il ne comprit pas. Il se releva en grondant, et feulant plus qu'il n'aboyait, s'élança de nouveau dans les airs. De nouveau le coup l'atteignit, et l'envoya au tapis, terrassé. Cette fois-ci, il prit conscience que c'était le gourdin, mais sa démence le rendait intrépide. Il chargea une dizaine de fois, et chaque fois le gourdin brisa net son assaut et les tourbit. Après un coup particulièrement sévère, il se releva en chancelant, trop étourdi pour s'élancer. Il tituba sans but, le sang coulait de sa gueule, de son museau, de ses oreilles, son beau poil était éclaboussé et maculé de bave sanguinolente. Alors l'homme s'avança et lui asséna délibérément un terrible coup sur le museau. Toute la souffrance qu'il avait endurée n'était rien par rapport à la douleur exquise de ce coup-là. Avec un rugissement presque digne d'un lion tant il était féroce, il se jeta sur l'homme. Mais celui-ci, faisant passer son gourdin de sa main droite à sa main gauche, le saisit froidement sous la mâchoire et le secoua dans tous les sens avant de l'envoyer valser. Buck décrivit un tour complet dans les airs, puis un demi-tour supplémentaire avant de s'écraser au sol, tête la première. Il s'élança une ultime fois. L'homme frappa enfin le coup vicieux qu'il s'était volontairement retenu de donner. Alors Buck se recroquevilla et s'effondra, assommé pour de bon. « C'est pas un empoté pour mater les corneaux, moi je te le dis !» s'enthousiasma un des types assis en haut du mur. « Donnez-moi plutôt un canasson, et moi je vous le dresse quand vous voulez !» répliqua le livreur, tandis qu'il remontait dans la carriole et réveillait les chevaux. Buck recouvra ses esprits, mais pas ses forces. Affalé à l'endroit où il était tombé, il regardait l'homme au chandail rouge. « Il répond au nom de Buck », lut l'homme à haute voix en citant la lettre où le tenancier lui annonçait l'expédition de la caisse et de son contenu. « Eh bien, ma foi, mon vieux Buck, poursuivit-il d'un ton engageant, on a eu notre petite séance, et le mieux à faire c'est d'en rester là. Tu as appris à connaître ta place, et moi je saurai garder la mienne. Si t'es un bon chien, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si t'es un vilain chien, je te tannerai la couenne jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu piges ?» Tout en lui parlant, il flatta sans crainte la tête qu'il venait de rosser si cruellement. Bien que Buck sentît son poil se hérisser à ce contact, il subit la caresse sans protester. Quand l'homme lui apporta de l'eau, il but avidement, et plus tard il dévora à même sa main un morceau après l'autre, un généreux repas de viande crue. Il était vaincu, il le savait, mais pas brisé. Il comprit une fois pour toutes qu'il n'avait aucune chance contre un homme armé d'un gourdin. Il avait appris la leçon, et par la suite il ne devait jamais l'oublier. Ce gourdin était une révélation. Il venait pour la première fois d'être confronté à l'inflexible loi primitive, et il s'y soumettait en partie. Sa vie prenait une tournure plus cruelle, et affrontant cette nouvelle étape sans crainte, il l'accueillait avec toute sa ruse naturelle, jusqu'alors dormante et désormais pleinement éveillée. Au fil des jours, d'autres chiens le rejoignirent, enfermés dans une caisse et attachés au bout d'une corde. Certains dociles, d'autres enragés et rugissant comme lui, et les uns après les autres, il les regarda faire allégeance à l'homme au chandail rouge. Sans relâche, tandis qu'il était témoin de la brutalité de chaque séance, la leçon s'imprimait dans l'esprit de Buck. Un homme armé d'un gourdin faisait la loi, c'était un maître à qui il fallait obéir, sans pour autant chercher à s'attirer ses bonnes grâces. De bassesse, Buck ne se rendit jamais coupable, bien qu'il vît les chiens battus faire la fête à l'homme au chandail, remuer la queue et lui lécher la main. Un jour, il en vit aussi un qui ne voulait ni se le concilier ni lui obéir, et qui finit par perdre la vie dans la lutte pour la domination. De temps en temps, des inconnus rendaient visite à l'homme au chandail rouge, et lui parlaient avec excitation, sur un ton enjôleur, ou de toutes sortes de manières. Et dès l'instant où de l'argent s'échangeait entre eux, ces inconnus repartaient avec un ou plusieurs chiens. Buck se demandait tout... Décidément, j'ai du mal, désolé. Buck se demandait où ils allaient, car ils ne revenaient jamais. La peur de l'avenir le tenaillait, et il était heureux chaque fois qu'on ne le sélectionnait pas. Son heure finit par venir malgré tout, sous la forme d'un petit homme rabougri, qui éructait un mauvais anglais émaillé de jurons bizarres et grossiers que Buck ne comprenait pas. « Sacre Dieu !» s'exclama-t-il quand son regard tomba sur Buck. « Celui-là, c'te satané cabot-là, hein, combien ?»« 300, et c'est cadeau, »
répliqua du tac au tac l'homme au chandail rouge. Et vu que c'est le gouvernement qui casque, y a pas de ristourne pour toi, hein, Perrault? Perrault sourit de toutes ses dents. Comme le prix des chiens s'était envolé à cause de la demande inhabituelle, ce n'était pas une somme déraisonnable pour une aussi belle bête. Le gouvernement canadien n'y perdrait pas, et ses expéditions ne seraient pas plus lentes. Perrault s'y connaissait en chien, et en regardant Buck, il savait qu'il n'en trouverait pas 1 sur 1000 comme celui-là. 1 sur 10 000 se dit-il intérieurement. Buck vit l'argent passer entre les mains, et ne fut pas surpris lorsque lui et Frisé, une chienne Terre-Neuve de bon caractère, furent emmenés par le petit homme rabougri. Ce fut la dernière fois qu'il vit l'homme au chandail rouge, et tandis qu'avec Frisé il regardait s'éloigner Seattle depuis le pont du Narval, la dernière fois qu'il vit les clémentes terres du Sud. Perrault conduisit les 2 chiens sous le pont, et les confia à un géant basané qui s'appelait François. Perrault était un Canadien français au teint bistré. Françoise était un métis indien, Canadien français lui aussi, beaucoup plus bistré encore. Pour Buck, c'était une nouvelle sorte d'homme, dont il rencontrerait de nombreux représentants. Et bien qu'il n'éprouvât jamais aucune affection pour eux, il en vint néanmoins à les respecter véritablement. Il comprit bien vite que Perrault et François étaient des hommes droits, calmes et impartiaux quand ils rendaient justice, et aussi qu'ils connaissaient trop bien les chiens pour se laisser berner par eux. Dans l'entrepont du Narval, Buck et Frisé rejoignirent 2 autres chiens. L'un d'entre eux était un grand gaillard blanc comme neige, ramené du Spitzberg par le capitaine d'un baleinier, et qui avait par la suite accompagné une expédition géologique dans la toundra des Barennes. Aimable, mais non sans traîtrise, il vous faisait un grand sourire tout en méditant quelques fourberies, comme par exemple lorsqu'il chipa un peu de la ration de Buck à leur premier repas. Quand Buck bondit pour le corriger, la mèche du fouet de François siffla dans les airs et cingla le coupable en premier. Il ne resta plus à Buck qu'à récupérer l'os. Juste décision de la part de François, jugea Buck, et le métis commença à gagner son estime. Le second chien ne fit aucune tentative d'amitié, et n'en reçut aucune en retour. Et puis, il n'essayait pas de voler leur pitance aux nouveaux venus. C'était une bête sombre et morose, et il fit clairement comprendre à Frisé qu'il ne désirait rien sinon qu'on le laissât camper. Il s'appelait Dave, il mangeait et dormait, ou bien bâillait dans l'entretemps, et ne s'intéressait à rien, pas même lorsque le narval entra dans le bassin de la reine Charlotte et se mit à rouler, tanguer et se cabrer, comme possédé par le diable. Quand Buck et Frisé pensèrent devenir fous de terreur, il releva la tête comme si tout cela l'agaçait, les gratifia d'un bref regard désabusé, bâilla et se rendormit. Nuit et jour, le navire vibrait au rythme infatigable de l'hélice, et même si chaque journée était fort semblable à la précédente, il apparaissait clairement à Buck que l'atmosphère se refroidissait de plus en plus. Enfin, un matin, l'hélice se tut et une grande excitation s'empara du narval. Il le sentait, tout comme les autres chiens, et il comprit qu'un changement se préparait. François leur passa la laisse et les fit monter sur le pont. Au premier pas sur la surface froide, les pattes de Buck s'enfoncèrent dans une substance blanche et molle, tout à fait semblable à de la boue. Il recula d'un bond en renâclant. Une quantité de cette chose blanche tombait aussi du ciel. Il s'ébroua, mais elle continuait à tomber sur lui. Il la flaira, curieux, puis en lappa un petit peu. Il ressentit une brûlure et l'instant d'après la chose avait disparu. Interloqué, il retenta la même expérience, avec le même résultat. Les spectateurs se tordaient de rire, et lui se sentait honteux, sans savoir pourquoi, car c'était la première fois qu'il voyait de la neige. Et c'est la fin du chapitre 1, les amis. Nous marquons une pause qui, je pense, sera très très courte. Est-ce que vous avez déjà un avis sur ce qu'on a déjà pu lire, sur ce premier chapitre? N'hésitez pas à le partager. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à donner des avis sur le live dans sa globalité ou sur la lecture en particulier. C'est toujours intéressant. Jumpy, pour le moment, j'aime bien. Ah, ça fait plaisir alors, ça fait plaisir. Moi, pour le moment, je vais laisser venir. Je vais laisser venir. Pour le moment, j'ai du mal à me situer. Je pense que j'ai besoin d'en avoir un peu plus. Ça me rappelle certains textes que j'ai pu lire par le passé dans le style. Je trouve que c'est bizarre. J'ai pas vraiment d'explication du pourquoi, du comment.
mais je trouve que dans le style, ça se rapproche assez de Victor Hugo par moment. Je saurais pas dire pourquoi vraiment, euh, mais j'ai l'impression de, ouais, dans les descriptions, je pense, dans les descriptions, j'ai l'impression de retrouver une petite fibre Hugo. Mais j'avoue que pour le moment, j'en ai trop peu vu pour me faire véritablement un avis. Et je m'excuse. Je sais que j'arrête pas de le faire à tous les lives, que je devrais pas justement, mais bon bref. Mais je m'excuse parce que j'ai l'impression de pas lire super bien ce soir, je suis dégoûté. J'ai l'impression d'avoir pas mal de peine. Alors c'est peut-être aussi parce que je commence à avoir le nez bouché justement par rapport au différentiel de température dont je vous parlais tout à l'heure, que je me tape de 15 degrés entre le jour et la nuit. Mais ouais, j'ai l'impression de commencer à être un petit peu malade et à couver un petit truc. Donc déjà, ça m'aide pas beaucoup à faire la lecture. Et en plus, mercredi, on a fait un Twitch Things avec Mirani, où je me suis éclaté la voix parce que j'ai forcé beaucoup trop comme d'habitude. Mais voilà. Du coup, tout cela fait que j'ai peut-être un petit peu de peine ce soir. Et puis, encore une fois, je ne le redis jamais assez, mais il y a des jours avec et il y a des jours sans, comme dans tout domaine, comme dans toute activité. Et ce soir, voilà, c'est plutôt un jour sans, j'ai l'impression, pour le moment pour moi. On va essayer de se rattraper sur le chapitre 2 et de faire une lecture un peu plus propre. Je vois que j'ai pas fait mon réglage caméra exactement comme d'habitude. Voilà, on doit être à peu près bon. On doit être un peu mieux. Mon cadre était pas comme d'habitude, je me disais c'est bizarre, j'ai l'impression de voir ma tête beaucoup trop basse. Enfin, je sais pas. J'avais l'impression d'être comme ça coupé. Là voilà. Là on est mieux là. J'aime aussi, je sais qu'en lisant London, on finit par oublier que c'est un animal dont on parle et on s'identifie. Ah, intéressant. Intéressant. Bah, j'attends de voir. J'attends de voir, mais je sais pas si je vous dis ça maintenant. Hmm. J'attends de voir, mais j'ai un. Je vais pas dire que j'ai un a priori, c'est plus que j'ai un biais cognitif. Euh, Comment expliquer ça? Ou grosso modo, personnellement, dans la vraie vie, je suis pas super fanat de chiens, pour être franc. Bah déjà, j'en ai eu très peur pendant très longtemps. Maintenant, je dirais plus que j'en ai peur, mais je suis pas très à l'aise du moins avec les chiens. Euh, Bizarrement, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'aise avec les animaux sauvages qu'avec les animaux domestiques. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que pour moi, un animal domestique, ça semble illogique en fait. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, un animal domestique, ça semble illogique. Et justement, j'ai vu. Ça semble illogique dans le sens où pour moi, un animal, c'est fait pour être sauvage, entre guillemets. Et j'ai vécu pas mal d'événements dans ma vie qui font que j'ai vécu avec des animaux, etc., etc. Et j'ai vu à quel point ils pouvaient vriller et péter des câbles d'un seul coup. Euh, et du coup, je sais pas, c'est comme si, en fait, je pense que ça peut s'expliquer un peu de cette manière. C'est comme si je me disais, l'animal domestique, tu sais pas quand est-ce qu'il va péter un câble pour reprendre sa sauvagerie, entre guillemets. Alors qu'un animal sauvage, tu sais à quoi t'en tenir, tu sais qu'il faut faire gaffe. Genre, je sais pas, il y a un peu un truc comme ça, je pense psychologiquement quelque part dans ma tête. Enfin bref, en tout cas, toujours est-il que j'aime beaucoup les animaux, mais je me sens pas à l'aise avec les animaux particulièrement domestiques. Et parmi les animaux domestiques, c'est c'est vraiment j'avais envie de dire mes goûts, mais c'est même pas vraiment mes goûts, c'est même mes relations en un sens, parce que voilà, ce sont des êtres vivants. Mais disons que les chiens, c'est pas les animaux avec lesquels je m'entends le mieux, si je puis dire. Ce qui fait que j'ai grave peur, entre guillemets, que ça me ferme, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai peur que ça me crée un biais cognitif qui fait que je n'arrive pas justement à m'identifier, comme tu le disais, les couteaux portes, au personnage de Buck, et que du coup j'arrive pas à rentrer dedans, et j'arrive pas à avoir de l'empathie pour lui, ou j'en sais rien, enfin, je sais pas. J'ai peur que ça fasse un truc comme ça, ouais, un biais cognitif qui m'empêche d'apprécier la lecture à son plein potentiel, parce que je pense que justement, et je pense même dans la tournure des phrases, dans le style de certaines phrases qui est très sibyllin. C'est-à-dire qu'il y a des phrases qui sont très claires, très précises, très minimalistes. Euh,
où j'ai l'impression justement de voir un petit peu la manière dont un maître parlerait à son chien, etc. Et je sais pas, moi, je sais que c'est un truc qui me parle pas du tout. Je sais que je ne parle pas aux animaux. Enfin, c'est pas un truc que je fais naturellement, c'est pas un truc qui me vient de parler aux animaux, par exemple. Et ouais, du coup, je sais pas, j'ai peur que de ce fait, je sois un petit peu bloqué dans mon appréciation de l'œuvre. Mais on verra bien. On verra bien, on verra bien. Ah bah, pour vous dire, parce que là, du coup, je vois que ça parle de peur des chiens, etc. Pour vous dire, quand j'étais petit, donc j'avais peur des chiens, et à un moment, j'étais trop content, j'étais en mode, ouais, j'ai vaincu ma phobie, parce que, et justement, c'était un peu dans cette démarche-là, où je m'étais dit, je vais vaincre ma phobie, et du coup, j'ai joué avec un chien pendant littéralement 1 heure. Pendant 1 heure, je le caressais, on jouait, etc. Tout se passait super bien, et plus l'heure défilait, et plus dans ma tête, j'étais en mode, yes, j'ai réussi à vaincre ma phobie, c'est super et tout. J'arrête de jouer avec lui. Au bout d'1 heure, hein, bon voilà, je veux dire, j'ai donné de ma personne, j'ai fait l'effort et tout. Je me retourne, enfin je me lève, je me retourne, je fais littéralement 5 pas. Et le chien, qui en plus était une toute petite mini crotte comme ça, me court dessus, me mord la cuisse au sang et ne lâche plus. Du coup, la maîtresse du chien a dû venir le caresser et le faire démordre, entre guillemets. Donc autant vous dire que ça ne m'a pas vacciné, autant vous dire que ce souvenir, je sais pas, je devais peut-être avoir entre, je dirais comme ça, à vue de nez, je devais avoir entre 7 et 12 ans, un truc comme ça, je saurais pas dire exactement, mais... Donc voilà, autant vous dire que ce souvenir, je vais pas dire que c'est un traumatisme, mais c'est un peu un truc du style, putain merde, j'étais en train de vaincre ma peur, et on me remet dedans à fond, quoi. Genre, donc ouais, je suis toujours pas très à l'aise avec les chiens, etc. Quand je suis chez quelqu'un qui a des chiens et que les chiens essaient de me monter sur la jambe, etc. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Et après, alors ça par contre, ça n'engage que moi, encore une fois. Hein. J'aime pas trop parler de trucs perso parce que voilà, justement, ça n'a pas grand lien avec la lecture. Mais c'est vrai que c'est un peu peut-être pour vous donner bah, pour vous dire que j'ai pas forcément un grand affect avec les chiens. Genre, en gros, j'ai un affect avec les chiens comme j'ai un affect avec tous les êtres vivants. C'est-à-dire que bien sûr, j'ai un minimum de compassion. Bien sûr, j'ai un respect pour eux et je suis en mode, bah, c'est des êtres vivants, il faut y faire attention, etc., etc., etc. Mais j'ai pas un amour, on va dire. J'ai pas, voilà. Et, euh, et du coup, j'aime pas non plus. Alors après, enfin, j'aime pas non plus. Comment dire? Le truc, c'est que, bah oui, si, enfin, les mots sont les bons, c'est j'aime pas. Je dis pas que c'est débile, ok? Parce que là, je sais qu'il peut y avoir des controverses là-dessus. Je dis pas que c'est débile, mais justement, les chiens et leurs maîtres en mode complètement gaga, etc., etc., je sais pas, moi, ça me répulse plutôt. Je suis en mode, je ne comprends pas en fait. C'est plus ça. Je, je sais pas, j'ai l'impression que alors après, c'est pas forcément un mal, hein, mais j'ai l'impression que plein de gens sont complètement gaga avec leurs animaux, ou avec leurs chiens par exemple en particulier. Mais par contre, avec les humains, c'est des raclures. Et du coup, je suis en mode, bah, ce serait pas mal d'être sympa avec tout le monde en fait. Enfin, je sais pas. Euh, je divague et je digresse beaucoup. Euh, Encore une fois, pour me mettre à l'abri de toute controverse, parce que je sais que ça peut partir très très vite sur ce genre de sujet. Euh, Ne vous inquiétez pas, la scène de... comment il s'appelait, je sais même plus, mais de l'homme au chandail rouge, je crois qu'il avait pas de nom, de l'homme au chandail rouge qui tabasse au sang le pauvre Buck, ça me choque et je ne suis pas pour et je ne prône pas ça. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas comme ça. Mais juste, ouais, personnellement, j'ai pas un très gros affect, pas un très gros amour, pas une très grosse tendresse envers les chiens. Donc j'ai peur de un peu moins me retrouver dans cet ouvrage. On va voir, on va voir. Hmm. Après, ceci dit, je dis ça, mais par exemple, un peu dans le même délire, avec un loup. Il y a par exemple l'œuvre de Daniel Pennac, qui est L'œil du loup. Je crois que c'est ça le titre. Et par exemple, L'œil du loup de Daniel Pennac,
Je sais que c'est l'un des livres quand j'étais jeune que j'ai lu et que j'ai trouvé vraiment magnifique, vraiment beau, justement sur ce côté sauvage, ce côté nature, ce côté euh, comment expliquer ça, contemplatif en un sens. Donc voilà, je sais pas du tout où va, enfin dans quel, en fait je sais pas du tout quel est le message, si je puis dire, ou la vue d'esprit de Jack London. Je sais pas du tout où il veut nous emmener avec son œuvre. Je sais pas s'il veut nous amener vers un truc contemplatif de la nature, etc. Ou s'il veut nous emmener vers une histoire de... juste une histoire avec pour héros un chien. Je sais pas s'il veut nous amener sur quelque chose de social ou sociétal, puisque là on nous parle des ruées vers l'or qui ont eu lieu en Amérique. Donc voilà, je sais pas du tout où se place l'œuvre de Jack London, dans quel contexte et dans quelle, ouais, dans quelle mouvance, si je puis dire. Donc bon, pour le moment, je suis dans le grand flou. On va voir ce que nous réserve le chapitre 2, ça sera plus sage, plutôt que de parler à l'infini sans savoir de quoi ça parle réellement. Et, et plutôt que de partir sur du théorique à l'infini, je vais reprendre la lecture et on va essayer de, voilà, on va essayer d'entrer un peu plus dans l'histoire, etc. On va essayer de s'y mettre plus en profondeur et de comprendre où ça va nous mener. Du coup, chapitre 2, la loi du gourdin et la loi des crocs, qui est un chouïa plus long, il me semble. Ah, quoique, il est pas très long. Ah mince. On va voir. On va voir, mais je pense qu'on arrêtera peut-être le live après ce chapitre 2. Je sais que ça aura fait un live très court, mais comme je le disais, j'ai un peu de mal à voir comment je vais découper la lecture, donc on va faire un petit peu au pif. Je pense qu'on va peut-être faire 2 chapitres ce soir, 3 chapitres la prochaine fois, et 2 chapitres pour terminer. Comme ça fera, je pense, ce sera ma manière la plus équilibrée de faire l'œuvre. Bref. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Et bonsoir Chassoad, merci de nous rejoindre pour ce chapitre 2. Bonne écoute à tous, bonne écoute, l'écoute aux portes, bonne écoute Mika, Jumpy et Chassoad du coup. Je vous dis à tout à l'heure, vraisemblablement pour l'outro, ou peut-être encore une pause, on verra. Et bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Chapitre 2. La loi du gourdin et la loi des crocs. Le premier jour de Buck sur la grève de Diea fut un vrai cauchemar. Chaque nouvelle heure apportait son lot d'effarements et de surprises. Brutalement arraché au cœur de la civilisation, il se retrouvait jeté au cœur des besoins primordiaux. Ce n'était pas une vie indolente et baignée de soleil que cette vie-là, sans rien à faire que paresser et s'ennuyer. Ici ni paix, ni repos, ni la moindre sécurité. Tout n'était qu'action et confusion, et à chaque instant on devait craindre pour sa vie. Il fallait impérativement rester sur le qui-vive, car ces chiens et ces hommes n'étaient pas des chiens ni des hommes civilisés. C'étaient des sauvages, tous autant qu'ils étaient, qui ignoraient toute loi, sauf la loi du gourdin et la loi des crocs. Buck n'avait jamais vu des chiens se battre comme combattaient ces créatures aux allures de loups, et sa première expérience lui donna une leçon mémorable. Certes, c'était une expérience par procuration, sinon il n'aurait pas survécu pour en tirer profit. Ce fut Frisé la victime. Ils avaient dressé le camp près de la boutique du marchand de bois lorsque, suivant son tempérament amical, elle fit des avances à un husky de la taille d'un loup adulte, même s'il était 2 fois plus petit qu'elle. Il n'y eut aucun avertissement, rien qu'un bond vif comme l'éclair, un claquement de dents métalliques, un recul tout aussi rapide, et la tête de Frisé déchirée de l'œil à la mâchoire. Ainsi se battaient les loups, assaut et retrait fulgurants. Ce n'était pas le fin mot de l'histoire, cependant. 30 ou 40 huskies accoururent et encerclèrent les combattants, déterminés et silencieux. Buck ne comprenait pas cette silencieuse détermination, ni la gourmandise avec laquelle ces bêtes se léchaient les babines. Frisé se rua sur son adversaire, qui frappa de nouveau et s'écarta d'un bond. Il affronta l'assaut suivant de plein fouet, la heurtant avec le poitrail d'une façon qui la déséquilibra. Elle ne se releva jamais. C'était le moment qu'attendaient les autres huskies. Ils se rapprochèrent d'elle, qui grondait et glapissait, et elle disparut en hurlant de douleur sous la masse de leurs corps hirsutes. Ce fut si soudain et si inattendu que Buck n'en revenait pas. Il vit Spitz laisser pendre sa langue écarlate comme il faisait lorsqu'il y riait. Et il vit François,
une hache tournoyante au-dessus de sa tête se ruait sur la meute. 3 hommes armés de gourdins l'aidèrent à les disperser. Ce fut l'affaire d'un instant. 2 minutes après que Frisé s'était effondré, le dernier de ses agresseurs fuyait le coup de trique. Mais la chienne demeurait flasque et sans vie dans la neige piétinée et maculée de sang, presque littéralement mise en pièces, tandis que debout près d'elle, le métis basané se répandait en monstrueuses injures. La scène devait souvent revenir hanter le sommeil de Buck. Alors c'était comme ça. Aucun fair-play. Une fois que vous perdiez pied, c'en était fini de vous? Eh bien, il ferait en sorte de ne jamais perdre pied. Spitz laissa pendre sa langue et rit de nouveau, et à compter de cet instant, Buck lui voua une haine profonde et inextinguible. Avant de s'être remis du choc causé par la mort tragique de Frisé, Buck en reçut un autre. François lui attacha sur le dos tout un assortiment de courroies et de boucles. C'était un harnais, comme il avait vu les palefreniers en passer aux chevaux à la propriété. Et tout comme il avait vu les chevaux travailler, lui aussi fut mis au travail, et dut tirer François sur un traîneau jusqu'à la forêt bordant la vallée pour revenir avec une cargaison de bois de chauffe. Bien que profondément offensé dans sa dignité de se retrouver ainsi transformé en bête de somme, il était trop avisé pour se rebeller. Il se mit à l'ouvrage avec ardeur et fit de son mieux, même si tout cela était nouveau et fort étrange. François se montrait sévère, il exigeait une obéissance immédiate, et grâce à son fouet, obtenait la dite obéissance. Quant à Dave, c'était un chien de bar plein d'expérience, et il mordillait l'arrière-train de Buck à chaque fois que celui-ci commettait une erreur. Spitz était le chien de tête, tout aussi expérimenté, et même s'il ne pouvait pas toujours atteindre Buck, il grondait sans cesse des reproches hargneux, ou bien pesait de tout son poids sur les courroies, ruse qui lui permettait de forcer Buck à se remettre sur le bon chemin. Buck apprenait facilement, et avec ses 2 camarades et François pour maître, il fit de remarquables progrès. Avant le retour au camp, il avait compris qu'il fallait s'arrêter en entendant haut, repartir au cri de mush, prendre les virages bien larges, et ne pas se mettre dans les pattes du chien de bar quand le traîneau chargé dévalait la pente sur leurs talons. 3 chiens de première, dit François à Perrault. Ce Buck-là, à cette heure, il tire à se désarmer. Je vais lui apprendre en 2 coups de cuillère à peau. Dans l'après-midi, Perrault, pressé de reprendre la piste pour ses expéditions, revint avec 2 nouveaux chiens. Il les avait appelés Billy et Joe, 2 frères, des huskies de race pure. Ils avaient beau avoir la même mère, ils différaient autant que le jour de la nuit. Le seul défaut de Billy, c'était sa nature trop bonasse, tandis que Joe, au contraire, était hargneux et peu communicatif, toujours un grognement à la bouche et un éclair mauvais dans le regard. Buck leur fit bon accueil. Dave les ignora, et Spitz, quant à lui, s'approcha pour donner une correction à l'un avant de s'en prendre à l'autre. Billy remua la queue en signe d'apaisement, fit volte-face pour s'enfuir lorsqu'il comprit que cela ne servait à rien, et couina, toujours en signe d'apaisement, quand les crocs acérés de Spitz lui égratignèrent le flanc. Mais Spitz avait beau décrire un cercle autour de Joe, celui-ci virevoltait sur ses talons pour lui faire toujours face, la nuque hérissée, les oreilles en arrière, les babines retroussées, les mâchoires cisaillant l'air aussi vivement qu'il le pouvait, et les yeux luisants d'un éclat diabolique, l'incarnation même de la peur belliqueuse. Il avait l'air si terrifiant que Spitz dut renoncer à le punir. Pour dissimuler sa déconfiture, il se vengea alors sur ce pauvre Billy, inoffensif et pleurnichard, et le poursuivit jusqu'aux limites du campement. Le soir venu, Perrault s'était adjoint un autre chien, un vieux husky tout en longueur, maigre et efflanqué. Il avait le visage balafré par les combats et un seul œil, dont l'éclat trahissait des prouesses et inspirait le respect. Il répondait au nom de Solex, ce qui signifie le coléreux. Comme Dave, il ne demandait rien, ne donnait rien, n'attendait rien. Et quand il s'avança lentement et délibérément parmi eux, même Spitz le laissa tranquille. Il avait une particularité que Buck découvrit à ses dépens. Il n'aimait pas se laisser rapprocher du côté où il était aveugle. De cette faute, Buck se rendit involontairement coupable, et il comprit tout de suite son erreur lorsque Solex fit volte-face pour lui taillader l'épaule jusqu'à l'os sur 3 pouces de long. Jamais plus Buck ne l'aborda de ce côté-là, et jusqu'à la fin de leur compagnonnage, il n'eut plus aucun ennui avec lui. Sa seule ambition était apparemment, tout comme celle de Dave, qu'on le laissât en paix. Et pourtant, comme Buck l'apprendrait par la suite, chacun d'eux possédait une autre ambition, plus vitale encore. Cette nuit-là, Buck dut affronter un grand problème. Où et comment dormir? Éclairé par une bougie,
La tente luisait chaudement au milieu de la plaine blanche, et lorsque tout naturellement il y pénétra, Perrault et François le bombardèrent d'insultes et d'ustensiles de cuisine, jusqu'à ce que, surmontant sa consternation, il s'enfuit piteusement dans le froid régnant au dehors. Il soufflait un vent glacial qui le pinçait sans merci, et dont la morsure instillait un venin supplémentaire dans son épaule blessée. Il s'allongea dans la neige et tenta de trouver le sommeil, mais le gel le fit bientôt se relever, tout frissonnant. Misérable et désespéré, il erra parmi les nombreuses tentes pour se rendre compte qu'il n'y avait pas un coin moins froid que l'autre. Ici et là, des chiens sauvages l'assaillirent. Alors il hérissa les poils de sa nuque et gronda, car il apprenait vite, et ils le laissèrent aller, sans dommage. Pour finir, il lui vint une idée. Il allait retourner auprès de ses camarades pour voir comment ils procédaient. À son grand étonnement, ils avaient disparu. Il se remit à errer dans le vaste campement et les chercha partout, puis revint. Était-il sous la tente? Non, impossible, sinon on ne l'en aurait pas chassé. Alors où diable pouvait-il bien être passé? La queue basse, le corps secoué de frissons, complètement seul au monde, il fit le tour de la tente sans rime ni raison. Soudain, la neige céda sous ses pattes avant, et il s'y enfonça. Quelque chose remua sous ses pieds. Il recula d'un bond, poil hérissé et grognement aux lèvres, craintif face à l'invisible, à l'inconnu. Mais un petit jappement amical le rassura, et il se rapprocha pour sonder le terrain. Une bouffée d'air chaud parvint à ses narines, et là, blotti sous la neige en boule bien douillette, se trouvait Billy. Celui-ci gémit en signe d'apaisement, se tortilla pour montrer sa bonne volonté et ses bonnes intentions, et alla même, pour que Buck ne lui cherchât pas noise, jusqu'à lui lécher le museau de sa langue chaude et humide. Encore une leçon. Alors c'était comme ça qu'il faisait, hein. Plein d'assurance, Buck se choisit un endroit et, au prix d'efforts d'abord inutiles, il parvint à creuser son propre trou. En un clin d'œil, la chaleur que dégageait son corps remplit l'espace confiné, et il s'endormit. La journée avait été longue et pénible, alors il dormit d'un sommeil profond et confortable, même s'il grogna et aboya en luttant contre ses mauvais rêves. Et il n'ouvrit pas l'œil avant que les bruits du campement qui s'éveillait ne le fissent sortir de sa torpeur. Sur le moment, il ne comprit pas où il se trouvait. Il avait neigé pendant la nuit et il était complètement enseveli. Les murs de neige l'environnaient de tous côtés, et un violent accès de frayeur le saisit, la peur de la bête sauvage qui craint le piège. C'était un élément qui, au-delà de sa propre vie, renvoyait à la condition de ses ancêtres. Car Buck était un chien civilisé, indûment civilisé. Il n'avait jamais fait personnellement l'expérience d'un piège et ne pouvait donc pas en avoir peur. Instinctivement, tous les muscles de son corps se contractèrent, agités de spasmes, les poils de son cou et de ses épaules se dressèrent et, poussant un grondement féroce, il jaillit tout droit dans la lumière aveuglante du jour. Un brusque nuage de neige voletant dans les airs. Avant de retomber sur ses pattes, il vit le campement blanchi qui s'étendait devant lui et il sut où il était. Il se rappela tout ce qui s'était passé depuis le moment où il était allé faire une promenade avec Manuel jusqu'au trou qu'il avait creusé la veille au soir. François poussa un cri pour saluer son apparition. « Qu'est-ce que je disais » hurla-t-il à Perrault. « Ce Buck, il apprend tout en 2 coups de cuillère à peau. » Perrault hocha gravement la tête. En tant que messager du gouvernement canadien, porteur d'importantes missives, il était soucieux de s'assurer la collaboration des meilleurs chiens, et se réjouissait tout particulièrement d'avoir fait l'acquisition de Buck. 3 nouveaux huskies vinrent s'ajouter à l'équipage en moins d'1 heure, portant le total à 9 chiens, et avant qu'un quart d'heure supplémentaire se fût écoulé, ils étaient attelés et remontaient la piste en direction du canyon de Dyea. Buck était heureux de quitter le campement et, même si le labeur était rude, il découvrit qu'il ne le détestait pas plus que cela. Le zèle communicatif animant tout l'équipage le surprenait. Plus surprenant encore était le changement qui affectait Dave et Solex. Tous deux étaient comme neufs, totalement métamorphosés par le harnais, la moindre trace de passivité et d'indifférence évanouie. Ils s'activaient, pleins de fougue, et soucieux de faire en sorte que tout se passât bien, s'agaçant vivement de tout ce qui, retard ou confusion, ralentissait l'allure. Besognés sous le harnais semblaient être la suprême expression de leur nature, la raison ultime de leur existence, la seule et unique chose qui les ravit. Dave était le chien de barre, près du traîneau. Devant lui se trouvait Buck, puis Solex. Le reste de l'attelage tirait devant, en file indienne, jusqu'au chien de tête, rôle tenu par Spitz. Buck avait été placé à dessein entre Dave et Solex pour qu'il pût recevoir l'instruction dont il avait besoin. S'il était bon élève, eux étaient de bons maîtres, ne le laissant jamais s'enferrer dans l'erreur et lui imposant leurs leçons avec leurs crocs pointus.
Dave était juste et fort sage. Il ne mordillait jamais Buck sans raison, et ne manquait jamais de le faire quand il le fallait. Comme le fouet de François lui donnait raison, Buck trouvait plus simple de corriger ses erreurs que de rendre l'appareil. À un certain moment, lors d'une courte halte, lorsqu'il s'empêtra dans les courroies et retarda le départ, Dave et Solex lui tombèrent en même temps sur le poil pour lui administrer une solide correction. Les courroies s'en trouvèrent encore plus emberlificotées, mais par la suite, Buck prit bien garde à ne plus les emmêler. Et avant la fin de la journée, il maîtrisait si bien ce qu'il avait à faire que ses camarades n'eurent pratiquement plus besoin de l'asticoter. Le fouet de François claquait moins fréquemment, et Perrault fit même à Buck l'honneur de lui soulever les pattes pour les examiner avec attention. C'était une rude journée sur la piste. Remonter le canyon, atteindre Chip Camp, dépasser la station de pesage, puis la limite des arbres, traverser des congères et des glaciers épais de plusieurs centaines de pieds, franchir enfin le col Chilkoot, ligne de partage entre les eaux salées et les eaux douces, dont la silhouette menaçante garde l'accès au farouche désert du Grand Nord. Ils filèrent bon train, en descendant le long du chapelet de lacs qui emplissent les cratères de volcans éteints, et il était tard lorsqu'ils parvinrent au grand campement sur la rive du lac Bennett, où des milliers de chercheurs d'or construisaient des embarcations en prévision de la fonte des glaces au printemps. Buck creusa son trou dans la neige, s'effondra et dormit du sommeil du juste. Mais il était bien trop tôt lorsqu'il fut délogé pour se retrouver plongé dans la nuit noire, attelé au traîneau avec ses camarades. Ce jour-là, ils parcoururent 40 miles, car la piste était bien damée. Malheureusement, le lendemain et les nombreux jours qui suivirent, ils tracèrent leur propre piste, trimèrent plus dur et n'allèrent pas si vite. En règle générale, Perrault marchait devant l'attelage, tassant la neige avec des raquettes pour faciliter leur progression. François, guidant le traîneau à l'aide du montant placé à droite, échangeait parfois sa place contre la sienne, mais rarement. Perrault était pressé, et il se vantait de bien connaître la glace, connaissance indispensable car la glace d'automne était très mince, et là où l'eau coulait vive, il n'y en avait pas du tout. Jour après jour, interminablement, Buck trimait sous le harnais. Il levait toujours le camp dans le noir, et les premières lueurs de l'aube les voyaient lancés sur la piste, de nouvelles distances avalées derrière eux. Et ils plantaient toujours leur tente après la tombée de la nuit. Les chiens mangeaient leurs poissons et se recroquevillaient pour dormir sous la neige. Buck était affamé. La livre et demie de saumon séché au soleil, qui constituait sa ration journalière, semblait disparaître on ne savait où. Il n'était jamais rassasié, et la faim le tenaillait perpétuellement. Et pourtant les autres chiens, parce qu'ils pesaient moins lourd, et avaient toujours connu cette vie-là, ne recevaient qu'une livre de poisson et parvenaient à se maintenir en bonne condition. Il ne tarda pas à perdre le raffinement qui caractérisait sa vie antérieure. Difficile sur la nourriture, il se retrouva en butte à ses compagnons qui, plus rapides, venaient lui dérober la ration qu'il n'avait pas achevée. Impossible de défendre sa pitance. Pendant qu'il éloignait 2 ou 3 chiens, elle disparaissait dans le ventre des autres. Pour remédier à cette situation, il se mit à manger aussi vite qu'eux, et sa faim le tourmentait si fort qu'il ne pouvait s'empêcher de chipper ce qui ne lui appartenait pas. Il observait et apprenait. Le jour où il vit Sournois, l'un des nouveaux venus, un chien rusé et simulateur doublé d'un voleur, dérober en douce une tranche de lard dans le dos de Perrault, il reproduisit le larcin dès le lendemain, emportant carrément tout le morceau. Cela fit toute une histoire, mais on ne le soupçonna nullement, et ce fut Pato, un gaffeur maladroit qui se faisait prendre sans arrêt, qu'on punit pour le forfait commis par Buck. Ce premier larcin montra que Buck était apte à survivre dans l'environnement hostile du Grand Nord. Il offrit la preuve de son adaptabilité, de sa capacité à se plier à des conditions changeantes, qualité dont le manque aurait impliqué une mort affreuse et rapide. De plus, il signifia la déchéance ou la réduction à néant de son sens moral, obstacle inutile dans la lutte sans merci pour l'existence. Le respect de la propriété privée et des sentiments de chacun valait dans les terres du Sud sous la loi de l'amour et de la camaraderie. Dans le Grand Nord, en revanche, sous la loi du gourdin et des crocs, celui qui prenait en considération de telles choses était un imbécile, et en les respectant, il se condamnait à la ruine. Non que Buck se fît un tel raisonnement. Il était apte, voilà tout, et s'accommodait inconsciemment à son nouveau mode de vie. Au cours de son existence, quel que fût le risque encouru, il n'avait jamais fui la bagarre. Seulement voilà, les coups de gourdin de l'homme au chandail rouge lui avaient inculqué un code plus fondamental et primitif. Civilisé, il aurait pu mourir pour une cause morale, par exemple pour défendre la cravache du juge Miller. À présent, sa décivilisation était totale, comme le montrait son aptitude à fuir toute considération morale
et par là même à sauver sa peau. Il ne chapardait pas pour le plaisir, mais parce que son estomac criait famine. Il ne volait pas au vu et au su de tous, mais subtilisait en douce, par respect pour le gourdin et les crocs. Bref, il agissait de cette façon parce que c'était plus facile ainsi. Il progressait, ou régressait, rapidement. Ses muscles se firent durs comme du fer, et il devint insensible à la douleur ordinaire. Il atteignit un équilibre dans tous ses comportements, internes comme externes. N'importe quelle nourriture, même répugnante ou indigeste, faisait son affaire, et une fois qu'il l'avait avalée, ses sucs digestifs en extrayaient les plus petites particules nutritives que son sang transportait jusqu'aux confins de son corps, lui conférant les tissus les plus tenaces et coriaces qu'on pût imaginer. Sa vue et son odorat devinrent particulièrement aigus, tandis que son ouïe acquérait une telle finesse qu'il entendait les plus petits bruits dans son sommeil et savait s'ils annonçaient ou non un péril imminent. Il apprit à arracher la glace avec ses dents quand elle s'était amassée entre ses orteils, et lorsqu'il avait soif et qu'une épaisse couche de glace recouvrait le trou d'eau, il la brisait en se dressant pour frapper la surface de ses pattes avant bien tendues. Son talent le plus évident consistait à flairer le sens du vent et à le prévoir une nuit à l'avance. Même si l'air semblait immobile quand il creusait son abri auprès d'un arbre ou d'une rivière, la bise qui se levait inévitablement dans la nuit le trouvait douillettement niché sous le vent. Non seulement il apprenait par l'expérience, mais des instincts endormis depuis longtemps se réveillaient en lui. Il se débarrassait de tout l'héritage domestique, se rappelait confusément la jeunesse de sa rage. Il se débarrassait de tout l'héritage domestique, se rappelait confusément la jeunesse de sa race, le temps où les chiens sauvages couraient en meute à travers la forêt primitive et pour chasser leurs proies pour les tuer. Aucun effort ne lui était nécessaire pour apprendre à se battre à coups de crocs acérés, vifs comme ceux du loup. C'était ainsi que se battaient ses ancêtres disparus. Il ranimait en lui la vie de jadis, et les anciennes ruses qu'ils avaient inscrites dans les gènes de la race étaient les siennes. Elles lui venaient sans peine, ni surprise, comme s'il les avait toujours portées en lui. Et quand, dans la nuit froide et immobile, il pointait le nez vers une étoile et poussait un long hurlement de loup, c'étaient ses ancêtres, morts et enterrés, qui pointaient le nez vers cette étoile en hurlant à travers les siècles et à travers lui. Et ces modulations étaient les leurs, les modulations qui exprimaient leur malheur et ce qu'ils comprenaient de l'immobilité, du froid et des ténèbres. Ainsi, preuve que la vie n'est jamais qu'une suite d'automatismes, l'antique mélopée s'élevait de sa gorge et Buck montra de quoi il était capable. Et il put le faire parce que des hommes avaient découvert un métal jaune dans le Grand Nord, et parce que Manuel était un aide jardinier dont les émoluments ne parvenaient pas à subvenir aux besoins de sa femme et de ses multiples rejetons. Et c'est la fin du chapitre 2, les amis. Je pense que ça sera donc également la fin du live de ce soir. Nous passons à l'outro. Je pense. On va voir si c'est l'outro ou la pause. Parce que le live n'a vraiment pas duré beaucoup. Je dois bien le dire. Mais le truc, c'est que je vois pas trop comment découper cette œuvre. Alors attendez. Je vais directement me plonger dans les pages et imaginer ce que ça donnerait. Admettons, la prochaine fois, je fais page 58 à 115. Ouais, ça fait beaucoup plus d'un coup. Parce que là, grosso modo, c'est comme si je vous avais lu une trentaine de pages ce soir. Donc là, ça ferait direct près de 60. Ça fait beaucoup plus. Et là, il y en a 30 à la fin, si je dis pas de conneries. Donc là, ça ferait 50, 60, 50, ouais. Je sais vraiment pas comment découper cette lecture, c'est terrible. Un Jumpy, eh bien j'ai pas grand chose à dire mais j'aime toujours bien. Ah bah ça fait plaisir que la lecture plaise au moins à quelques personnes. Je commence à entrer dedans. Je dirais que j'ai toujours un petit peu de mal pour être franc. Mais je commence à entrer dedans. Ce que je vous propose, chers amis, étant donné que j'ai quand même la voix bien décalquée, et je me sens quand même pas trop dans mon bon mood de lecture ce soir. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là aujourd'hui. Comme ça nous a fait un petit live d'introduction à cette œuvre, un petit live avec les 2 premiers chapitres de l'Appel de la forêt de Jack London. En plus, comme ça, en rediffusion, ça fait une petite vidéo. Du coup, peut-être que les gens se diront « Ah bah voilà, il y a un petit live tranquille, je vais aller mater ça ».
ça sera un peu moins lourd d'un coup, entre guillemets. Et ce qu'on fera, c'est que du coup, la semaine prochaine, mardi et vendredi, on fera 2 lives un peu plus conséquents, où on fera donc 3 chapitres, je pense, la prochaine fois, c'est-à-dire 60 pages quasiment, et vendredi, chapitre 6 et 7, ce qui nous fera quasiment 40, 50 pages. Donc voilà, on fera 2 lives beaucoup plus balourds, beaucoup plus longs du moins, beaucoup plus conséquents, mardi et vendredi pour terminer cette œuvre. On l'aura terminé en 1 semaine et demie, ça ira très très vite. Mais vous inquiétez pas, j'ai encore une œuvre prévue pour après. Et puis c'est pas forcément la longueur qui fait la qualité. Comme je le disais, je commence à entrer un petit peu plus dedans. Je suis toujours pas, pour être très très franc avec vous, alors encore une fois c'est mon avis à chaud, et parfois, même souvent, ça m'arrive de plus tard changer d'avis, etc., etc. Là c'est mon avis à chaud. Je veux pas dire que je suis déçu ou quoi que ce soit, parce que je m'attendais vraiment à rien. Mais je dirais plus que, pour le coup, c'est pas mon genre de littérature, je pense. Mais j'ai encore assez de curiosité pour voir la suite, et de toute manière, je m'arrêterai pas au milieu d'une œuvre, surtout une œuvre si courte, ça n'a pas d'intérêt de s'arrêter maintenant. Je pense que là, voilà, on a eu vraiment un petit encas, un petit aperçu, et même si je pense pas que ça soit mon genre de littérature, d'ailleurs, c'est marrant parce que, alors c'est pas une règle absolue, mais j'ai l'impression très souvent que la littérature américaine, c'est pas du tout mon truc. En tout cas, la littérature américaine classique, si je puis dire, c'est-à-dire les grands auteurs mis en effigie de la littérature américaine. Je pense qu'à part Hemingway, dont j'ai beaucoup aimé Le vieil homme et la mer, en général, c'est une littérature qui me fait un peu peur. Vous savez, la littérature américaine et la littérature anglaise, notamment, je pense à Oliver Twist là, notamment. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est souvent des littératures qui ne m'attirent pas de prime abord comme ça, parce que justement, elles s'inscrivent dans des... En fait, c'est pas qu'elles s'inscrivent dans des histoires... Enfin, je vais m'expliquer. J'ai l'impression qu'elles s'inscrivent dans des histoires qui ne m'intéressent pas, entre guillemets, et surtout qu'elles se soucient et qu'elles se fascinent énormément pour des thèmes qui ne sont pas mes thèmes de prédilection, c'est-à-dire qui sont des thèmes qui ne me parlent pas, qui ne me touchent pas. Par exemple, alors après je dis ça, mais je l'ai jamais lu, donc si ça se trouve je trouverais ça génial. Mais par exemple, Oliver Twist, Dickens, je sais pas, j'ai pas du tout une fascination pour un bouquin qui me parlerait de lutte sociale, etc., etc. Pourtant, c'est des choses qui, IRL, mis à part la littérature, me parlent, entre guillemets. Enfin, peuvent me parler. Et encore, en fait, je pense que ça dépend vachement du ton qui est employé. Et je pense que c'est pour ça, justement, que j'aime pas ce genre de littérature. Parce que je trouve que c'est pas bien fait, entre guillemets. Enfin, je sais pas. En fait, je pense que, ouais, justement, ce qui me dérange, je pense, c'est le côté fascination. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Mais je pense que en Amérique notamment, il y a pas mal ce truc. Alors ça ne marche pas de dire que c'est chauvin, il me semble, parce que si je dis pas de bêtises, dire chauvin, c'est uniquement franco-français. Il y a que les Français qui peuvent être chauvins, parce que en gros, être chauvin, c'est être fier d'être français, si je dis pas de bêtises. Mais grosso modo, il y a un peu ce sentiment-là. Je sais pas si vous voyez. Et moi, c'est un sentiment qui ne me parle absolument pas. Et j'ai l'impression que pas mal d'œuvres américaines, voire anglaises, voire françaises aussi à certains égards, transpirent un petit peu ça. Je sais pas trop l'expliquer, mais transpire un petit peu ce côté... Regardez, je vais vous montrer comme l'Amérique c'est génial. Enfin, je sais pas vraiment décrire ce que je veux vous dire là. C'est un sentiment qui est un petit peu flou, un petit peu diffus dans ma tête. Mais je pense que c'est un petit peu ça qui fait que j'ai du mal aussi à... C'est peut-être aussi un a priori justement qui fait que j'ai du mal à entrer là-dedans. Mais c'est vrai que par exemple, la grande ruée vers l'or, etc., etc., historiquement, ça peut être une période intéressante, etc., etc., mais sinon,
c'est pas un événement qui me parle. C'est pas un événement où je me dis, ah, c'est intéressant. Enfin, c'est pas un intérêt, c'est comment dire, c'est pas un événement qui va me fasciner. Euh, ou bien ça va être de la fascination négative de ma part. C'est-à-dire, je vais être en mode, putain, on est vraiment ridicule à se passionner pour la thune et l'argent, ça me dégoûte. Enfin bon, bref, j'extrapole, mais disons que c'est pas des thèmes, des grands thèmes qui vont me capter, me captiver, alors que je pense que beaucoup d'Américains, tu leur parles de la grande ruée vers l'or, ils sont en mode Wouah, c'est un truc de ouf. Enfin, je sais pas, c'est leur histoire aussi. Il y a un petit, voilà, il y a aussi ça quoi. Malgré tout, malgré tout ce que je dis depuis tout à l'heure, qui peut sembler faire vraiment plutôt un avis négatif sur cette œuvre, malgré tout ce que je dis, justement, je vais essayer de mettre tout ça de côté, d'effacer ces a priori que je peux avoir dans ma tête, de kiffer et de m'intéresser malgré tout à l'œuvre. J'ai quand même très hâte d'être à mardi pour poursuivre la lecture et pour en découvrir davantage, puisque comme je le disais, malgré tout ça, il y a quelques élans poétiques qui me parlent un petit peu, et notamment sur les dernières pages, il y a des discours qui commencent à m'intéresser et un peu plus me capter mon attention, on va dire. Déjà dans le style, il y a des phrases qui, encore une fois, comme je le disais, des phrases très simples, très... c'est marrant cette manière d'écrire, je trouve que c'est vraiment très simple et très direct, si je puis dire. C'est une manière de raconter des moments où je me serais carrément dit enfantine, et en fait non, parce que à ça se mêle une extrême violence, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a vraiment non-stop de la violence, des gens qui se battent, les loups aussi qui se déchirent des choses, de la cruauté, etc. Donc je trouve le texte quand même très dur malgré sa simplicité enfantine, si je puis dire. Je trouve le texte dur et je sais pas, en fait ça me prend un peu au dépourvu, je pense. Ça fait un style auquel je m'attends pas et du coup ça me prend à la débauchée. Je sais pas si je suis très à l'aise avec ce style, mais au moins ça a le mérite de me surprendre et j'attends de voir la suite un petit peu. Mais justement de tout cela, il y a quelque chose d'un peu poétique qui se dégage et, et qui sert le propos, c'est-à-dire qui sert le propos philosophique, si je puis dire, sur le côté du chien qui est habitué au confort, qui est habitué à bien manger, qui est habitué à la chaleur, qui est habitué à être le roi de son domaine, et qui d'un coup se retrouve décivilisé, comme il le disait dans le bouquin, et à devoir se défendre, à devoir être nerveux, hargneux, pour garder son, pour survivre tout simplement en fait, pour survivre à la loi du Gourda et à la loi des crocs. Et tout ça, ça me parle, tout ça je trouve ça hyper intéressant. Quand on lisait ces passages-là, ça m'a fait penser à des petites citations de groupes que j'apprécie beaucoup, notamment la chanson The Irrationality of Rationality de NoFX. Donc l'irrationalité, non ça se dit pas, l'irrationalité de la rationalité de NoFX, qui justement finit en disant, enfin l'une des dernières phrases de la chanson c'est les gens désespérés sont reconnus pour faire des actes désespérés. Il y a une expression en français pour dire ça, je me rappelle plus, mais c'est quasiment cette phrase-là en français de toute manière. Et je me suis reconnu là-dedans, dans ce délire de... j'ai l'impression, entre le sauvage et le civilisé, si on peut dire, entre la bête et et la société et l'humanité, entre guillemets. Je sais pas trop comment expliquer. S'il y a le... Ouais, entre... Parce que le truc, c'est que... Moi, un truc qui m'insupporte, c'est que justement, souvent, on met les hommes et les animaux, alors que l'homme est un animal. Je sais pas, ça m'énerve dans la manière de parler des gens, de dire les hommes et les animaux, alors que l'homme est un animal. Bref. Du coup, j'englobe, dans le mot bête, j'englobe aussi l'homme. Et, et du coup, ouais, cette identification à Buck me parle en tant qu'homme, où je me dis,
la limite entre la sauvagerie humaine et la société humaine, comme entre la sauvagerie canine, si je peux dire, et la société canine, n'est pas très, n'est pas très, n'est pas un équilibre très stable. Ça peut basculer, j'ai l'impression, très très vite dès que tu passes en mode survie. Et moi, c'est des messages qui me parlent particulièrement parce que, ouais, par rapport à des expériences de vie, on va dire, c'est des trucs qui me parlent. C'est des trucs qui me parlent. Euh, en vrai, je pense à plein de musiques, du groupe Rancid par exemple, ou même du rappeur VALD en France. Ça me fait penser à plein de textes dont j'ai plus les citations exactes ici en tête, mais ça me fait penser à plein de textes qui disent que, grosso modo, bah, genre par exemple, il y a une phrase de Rancid, c'est dans la chanson Up to No Good, c'est les criminels, je les comprends. Et enfin, il y a souvent des paroles de chansons que je connais là et qui me viennent en tête et qui vont un petit peu dans le sens du texte, je trouve, qui sont de dire, bah en fait, euh, dans une société où les conditions sont trop difficiles, sont trop demandantes, sont trop violentes, et ben l'individu est obligé, en un sens, de redevenir sauvage pour sa survie, est obligé de répondre à la violence de ces conditions par la violence de son individualité, si je puis dire. Bah, je sais pas. C'est des messages comme ça avec lesquels je suis pas forcément. Encore une fois, je donne pas mon avis. Comment dire, je suis pas en train d'essayer de vous convaincre. Je suis pas en train de vous dire. Oui, c'est une manière de penser et je suis tout à fait d'accord avec cela. C'est pas mon propos. Juste, c'est des. Voilà, je vous expose un petit peu ce que je pense être. Comment dire, des questions soulevées par le texte. Et du coup, je trouve ça assez intéressant qu'il y ait ce genre de réflexion, de questions, de pensées. Et j'attends de voir, et j'ai hâte de voir justement si par la suite il va y avoir vraiment un message sur, bah, en somme, l'état de nature en quelque sorte, comme aurait dit. Putain, c'est quel philosophe qui disait ça? C'était Hobbes? Je sais plus. Enfin voilà, qui disait qu'il y avait un état de nature de l'homme. Je sais plus, enfin bon, bref. Mais voilà, j'attends de voir s'il y a un message sur l'état de nature, sur la différence société-sauvagerie, etc. etc. Comme il y a pu y avoir dans les dernières pages qu'on a lues, et que je trouve très intéressant. Bref, voilou, j'ai pris plein de pincettes partout dans le live, j'espère que j'ai été compréhensible un maximum, parce que voilà, encore une fois, vous le savez, le but de ces lives, ce n'est pas pour moi de vous imprimer mon interprétation dans la tête, c'est pas de vous convaincre, c'est pas de vous persuader, c'est pas de vous comment dire, c'est pas de vous prêcher mes opinions personnelles, mais juste d'alimenter le débat, les réflexions, les soulèvements de questions que peuvent apporter les lectures. Bref, donc si vous avez vous-même vos interprétations, vos idées, etc., etc., n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube ou dans le chat sur Twitch comme d'habitude, hein, vous le savez. Du coup, l'écoute aux portes qui nous dit: moi je suis fan de Taureau qui critique le peuple américain, par exemple. Ah, mais je connais Taureau de nom, mais j'ai jamais rien lu de lui, donc intéressant, merci. Je vais garder ça dans un coin de ma tête, comme ça me donne un auteur de plus. Et sur ce, chers amis, on va s'arrêter là. J'ai fait déjà une outro beaucoup trop longue, je pense, et une intro beaucoup trop longue. Au final, j'ai très peu lu ce soir, c'est assez terrible. Bref, on va se laisser là. On se retrouve mardi pour 3 chapitres, vendredi pour les 2 derniers, et ça nous fera la fin donc de l'œuvre. On aura donc terminé dès la semaine prochaine. Comme je le disais, la semaine qui arrive devrait être classico del Madrido en termes de régularité de live. Je vous rappelle que demain on est samedi, mais demain il n'y a pas l'émission Ça me rappelle une histoire, puisque c'est un samedi sur 2, donc ça sera samedi prochain. Et enfin il y aura une émission dimanche de découverte de l'univers de League of Legends, et je vous tiendrai au courant sur les réseaux de l'heure à laquelle elle aura lieu. Voilou, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, bonne soirée, Chassoade, Jumpy, l'écoute aux portes, Mika si tu es toujours là. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés, ça me fait extrêmement plaisir.
Je vous dis bonne nuit, bonne soirée, je me répète à l'infini, c'est terrible, j'ai envie de me mettre des baffes. Et tiens, oui, on entre en week-end, donc je vous souhaite à tous un bon samedi dimanche, et je vous dis à dimanche, justement. À la prochaine, pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming, ou une prochaine découverte. Bye bye.